maintenant, parce qu'il y a aussi... Pascal. Vas-y, Pascal, si tu as une chose à dire. Bon, ben, je me présente, je suis Pascal, je suis un simple citoyen, c'est-à-dire que je ne crois pas aux recettes politiques. Seulement, voilà, j'ai commencé à attaquer le monde du travail, à rentrer et à essayer de m'insérer professionnellement en 82 avec un BEP commercial. À une époque où on voulait des bacs plus 6, où voilà, dès qu'on n'avait pas un bac ou quelque chose de plus, c'était considéré comme rien du tout. Et en fait, moi, ce que je veux apporter, c'est une sorte de témoignage et une remontée d'informations. Et je pense que c'est un travail qui devrait être très important. C'est-à-dire, en un premier temps, récupérer les informations de terrain, les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et voilà. Il y a un gros problème, c'est l'isolement. Et la première chose à faire, c'est essayer de mettre en place des dispositifs pour rompre l'isolement. Et l'isolement peut se faire de différentes manières. Et moi, sur le terrain, les obstacles auxquels je suis confronté, dans un premier temps, ça a été la fracture numérique. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas les moyens d'exister sur Internet, vous n'existez quasiment pas. Après, un autre problème matériel, c'est l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est très bien d'imposer le changement d'une chaudière, d'imposer le changement de la voiture et autres. Mais le gros problème, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Enfin, pour le simple citoyen que je suis au RSA, hein, issu du secteur privé, voilà, l'argent ne tombe pas du ciel. Et 5 euros, parce que je vais reprendre le terme de 5 euros, eh ben, ça fait la différence entre la vie et la mort. Parce qu'à 5 euros, si vous n'êtes pas capable de couvrir votre compte en banque, vous dégagez. Vous rentrez dans l'exclusion. Parce qu'à ce moment-là, vous faites massacrer avec les taux d'intérêt, etc., etc. Ça, c'était une petite aparté. Moi, en tant que simple salarié du secteur privé, j'étais confronté à ce que je considérais des véritables inégalités par rapport à la reconnaissance du travail fourni et la qualité du travail fourni. C'est-à-dire que, en fait, je vais raconter mon histoire parce que je pense que c'est un peu un cas d'école auquel sont confrontées énormément de personnes qui après vont se retrouver dans la précarité. Je suis arrivé dans une entreprise qui avait des visions très saines, qui était de former un jeune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont embauché, parce qu'ils ne voulaient pas un surdiplômé. Ils voulaient quelqu'un qui ait des compétences, mais qui soit... qu'on puisse formater à l'image de l'entreprise. Et je devais remplacer 2 sous-directeurs. Magnifique, le mec, il a un BEP, et il arrive, et on lui dit, tu vas pouvoir remplacer 2 sous-directeurs. En sous-entendu, on va pouvoir être sous-directeur. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que les 2 mecs qui dégagent, et moi, je me retrouve avec la charge de travail, les compétences que j'ai acquis, mais un salaire qui ne va pas bouger. Et à travers ça, vous avez tous vos rêves qui vont exploser. Parce que, en fait, on travaille pour quoi? On travaille pour avoir une reconnaissance au sein de la société, pour, après, pouvoir courtiser une jeune femme, fonder une famille. Mais voilà, le jour où ça se casse la figure, vous faites quoi? Alors, vous jouez... enfin, moi, j'ai une certaine éducation, donc vous jouez au salopard, vous racontez, vous baratinez, et puis après, c'est 5 mômes dans un truc, tout explose. Ou à ce moment-là, vous prenez vos distances et vous attendez d'avoir une situation à peu près cohérente pour vous projeter dans une vie de famille où vous allez pouvoir offrir un avenir à vos enfants. Donc là, vous faites une croix dessus. Et donc, vous vous retrouvez avec ces compétences et à servir de sous-fifre à des fils à papa qui ont été bombardés parce qu'ils sont fils de directeur d'usine ou fils du plus grand commercial. Et en fait, globalement, voilà, mon parcours, ça a été ça. C'est de monter en compétences et me faire cramer la priorité jusqu'au moment où il y a eu le basculement total, c'est de me retrouver en prestation de service. Alors je sais que ça va déranger un peu, mais globalement, en fait, je me retrouve à faire le travail pour des personnes qui sont payées 3 ou 4 fois mon salaire et qui n'ont pas les compétences.
Et actuellement, voilà, je me retrouve depuis 2003 sans travail, alors que globalement, je sais qu'il y a des gens qui sont payés des salaires phénoménaux, alors qu'ils n'ont pas mes compétences. Et quelque part, il y a un gros problème de fond. Parce que aujourd'hui, voilà, je vois des chiffres de tous les côtés. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que les pays, les nations sont en concurrence. Et aujourd'hui, la France, qu'est-ce qu'elle est capable d'offrir? Quelle est la qualité de travail, la compétence qu'elle est capable d'offrir par rapport aux autres pays? Et c'est ça la première menace, moi, que je constate. La réponse, je ne l'ai pas. Mais déjà, ce que je vois, c'est qu'actuellement, on est en train de discuter au niveau national, on est en train de se faire des films au niveau national, mais le problème, c'est que l'enjeu, maintenant, c'est international. Et là, je ne vois pas au quoi et comment on est compétitif. Après, il y a d'autres problèmes, mais je ne vais pas m'éloigner. Bon, ce à quoi j'étais confronté, c'est que globalement, le statut que j'avais, eh ben, en fait, quand on veut faire valoir ses droits en appuyant sur le bouton, eh ben, il n'y a rien. C'est-à-dire que en tant qu'individu salarié du secteur privé d'une petite entreprise, quand vous assignez une entreprise au prud'homme, surtout quand celle-ci fait partie d'un réseau politique, eh ben voilà. Hein, là, je vais lâcher, les juges de prud'homme ne vont pas se mouiller. Hein, il faut aller en appel. Et quand vous attaquez une très grosse entreprise qui est cotée au CAC 40, qui à l'époque a plus de 80 000 personnes à travers le monde, avec un dossier béton qu'il a fallu construire, il a fallu tenir aussi, parce que votre premier propre avocat va essayer de renvoyer l'affaire pour ne pas se mouiller en attendant que vous, financièrement, vous soyez asphyxié. Et bien là, ce qui est très drôle, parce que l'entreprise étant située dans le 92, ça se passe au Boulogne, qui est réputé être le siège du MEDEF. Hein, et bien là, ils ne vont pas se mouiller. Et donc, il faut attendre encore du temps pour que ce soit jugé en départage. Et pendant ce temps-là, vous vous retrouvez en surendettement. Et quand vous allez voir le juge au niveau du surendettement en disant Monsieur le juge, je vous demande simplement de patienter parce que là, il y a un jugement qui va arriver. Celui-là, il dit en fait, moi, je m'en fous. Démerdez-vous. Donc, voilà, on est dans une situation où on est complètement dans un cas de ce que j'appellerais non-droit. Et moi, ce que je vois en image, c'est que globalement, aujourd'hui, on existe à partir du moment où on rentre dans un moule, et le moule est de plus en plus petit. Donc en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont exclues de ce moule-là. Et j'ai le sentiment qu'à partir du moment où on est exclu, on gêne et on vous efface. Et qu'actuellement, toutes les mesures qui sont prises, c'est simplement le moyen d'effacer les gens pour qu'ils n'existent plus. Concernant la possibilité de saisir quelqu'un, en fait, la meilleure arme, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une notion de destruction et une arme de destruction, c'est la notion de burn-out. Parce que quand vous avez dit, des gens mettent 2 ans à venir vous voir, le gros problème, c'est que, en général, la personne, elle va être complètement laminée de manière pendant sa période de travail, c'est-à-dire subir un harcèlement, de manière qu'au moment où elle va être licenciée, elle ne soit plus en capacité de réagir psychologiquement, mentalement, voire même physiquement, parce que parfois, la personne va tellement loin au niveau psychologique que ça va avoir des répercussions physiques. Et donc, après cette situation de burn-out, le temps qu'elle remonte à la surface, eh bien, c'est terminé. Surtout que là, il y a un jeu qui est magnifique dans le droit, c'est le délai de prescription. Seulement, dans le délai de prescription, on fait un amalgame. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte le fait que la personne soit responsable ou non responsable du temps qu'il a fallu pour pouvoir déposer la plainte. Hein. On intègre à l'intérieur aussi les lenteurs administratives ou les défaillances administratives. Alors, effectivement, ce qui a été révélateur, c'est que dans certains cas, la France a été condamnée pour la longueur d'une procédure prud'homale.
Mais voilà, ça fait plouf. Alors d'un côté, au niveau des prud'hommes, ça va prendre, on va dire 2003, 2007, ça va prendre 4 ans. Par contre, quand il s'agit d'exécuter quelqu'un au niveau du surendettement, ils ne vont pas hésiter à le faire. Quand il s'agit d'exécuter quelqu'un au niveau d'un divorce, ils vont pas hésiter à le faire. Parce qu'effectivement, quand vous êtes... vous venez d'être licencié et vous êtes en situation de burn-out, effectivement, on peut très bien vous faire passer pour psychologiquement fragile et partir du principe que ça durait depuis un certain temps. Donc en fait, tout est fait pour éliminer la personne et de faire en sorte qu'elle soit effacée des statistiques, qu'elle ne puisse pas alerter, elle ne puisse pas exister pour dire tout va très bien, Madame la Marquise, et on se retrouve avec des grands discours où on efface cette vérité et on vous impose une réalité alternative en disant tout va très bien. Alors effectivement, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des fondations comme l'Abbé Pierre qui rappellent que non, au niveau des SDF sur Paris, il n'y a pas 50, mais il y a tant de personnes avec des études. Voilà. Et à travers ce retour d'expérience, et je pense que quand vous allez interroger des SDF qui seraient en capacité de pouvoir réagir, de parler et de récupérer les situations de non-droit auxquelles ils étaient confrontés, on va s'apercevoir que voilà, un SDF, c'est pas un SDF, mais c'est quelqu'un qui a été confronté à un accident de la vie. Et que ce quelqu'un qui a été confronté à un accident de la vie, eh bien, ça peut être tout le monde. Voilà. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les salariés, mais les chefs d'entreprise. Parce que les chefs d'entreprise, voilà, je pense qu'il y a un moment, on va parler de convergence, il faut les prendre en compte. Aujourd'hui, surtout qu'on pousse très rapidement les gens... Oui, mais on pousse très rapidement, mais je pose la notion de... On pousse très rapidement les gens qui sont au chômage à créer leur entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est le salarié qu'on a poussé. Et là, eh bien, ce sont aussi des gens qui se retrouvent en situation de précarité. Donc, effectivement, est-ce qu'il est pertinent de continuer à parler de classe, alors qu'en fait, les classes ont été complètement bousculées par rapport à ça, et que tout le monde va se retrouver en situation... Oui, on est d'accord, mais après, faut faire attention de ne pas entrer dans la logique diviser pour mieux régner. Voilà, j'ai terminé. Merci Pascal.